Bonjour et bienvenue dans cette capsule Transformation nucléaire. Commençons tout d'abord par la constitution du noyau et la notion d'isotopie. Les constituants du noyau d'un atome sont appelés des nucléons. Ils sont de deux types, les protons, particules chargées positivement, et les neutrons. La représentation symbolique du noyau d'un atome est XZA. X est le symbole de l'élément correspondant, Z le nombre de protons, numéro atomique ou nombre de charges, et A le nombre de nucléons, nombre de masses. Prenons par exemple le carbone C612 qui contient donc 12 nucléons, dont 6 protons, et par soustraction 12 moins 6, 6 neutrons. Autre exemple, l'uranium 92-232 qui contient donc 232 nucléons, dont 92 protons, et par soustraction là encore 232 moins 92, 140 neutrons. Pour un élément donné, plusieurs noyaux de composition différente peuvent exister. L'atome de carbone peut se trouver sous la forme C612, C613 ou C614. L'atome est défini par son nombre de protons, 6, mais ont des nombres de nucléons différents, 12, 13 et 14. La différence provient donc du nombre de neutrons que contient ce noyau. Autre exemple pour l'uranium 92, 232, 234 ou 238. On appelle ces éléments des isotopes et par définition, les noyaux isotopes ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent ou un nombre de nucléons différents. Dans la nature, la plupart des noyaux d'atomes sont stables. Cette stabilité étant assurée par l'interaction forte qui compense la répulsion électrique entre deux protons. Cependant, un excès de protons ou un excès de neutrons ou un excès de protons et de neutrons rendent certains noyaux d'atomes instables. Ces noyaux instables vont alors se transformer spontanément en d'autres noyaux. Ils se désintègrent en émettant des rayonnements sous forme de particules chargées et souvent d'ondes électromagnétiques. Ce sont ces radiations qui avaient laissé les empreintes sur les plaques photographiques de M. Becquerel. La radioactivité est la transformation spontanée ou désintégration d'un noyau atomique instable en un autre noyau plus stable. Elle s'accompagne de rayonnements. La désintégration d'un noyau radioactif s'accompagne de rayonnements. Le décompte des rayonnements reçus par un compteur de radioactivité, par exemple un compteur Geiger-Müller, permet d'accéder indirectement au nombre de transformations d'une source radioactive sur une durée donnée. L'activité d'une source radioactive est le nombre moyen de désintégration par seconde. Son symbole est A majuscule et son unité dans le système international est le becquerel de symbole BQ. L'activité d'une source est proportionnelle à sa masse, elle dépend de la nature de la source et du nombre de noyaux instables dans l'échantillon. De plus, la radioactivité étant un phénomène aléatoire, il faut pour la déterminer réaliser une moyenne sur un grand nombre de mesures. On pourra retenir ces quelques ordres de grandeur, donc de 10 becquerels par litre d'eau de mer, de 100 becquerels par kilogramme de corps humain, ou de 10 millions de becquerels pour 1 kg de minerai d'uranium. Une transformation nucléaire est une transformation d'un ou de plusieurs noyaux d'atomes. On peut distinguer les désintégrations radioactives, les fissions et les fusions. Une transformation nucléaire s'interprète par une réaction nucléaire, qui peut s'écrire sous la forme d'une équation du type donc x1 plus x2 donne x3 plus x4. Et quelle que soit la transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de masses, A, et conservation de la charge électrique, Z. C'est-à-dire, dans cette équation générale, on aura donc les valeurs des nombres de masses A1 plus A2 égaux à A3 plus A4. De même, pour les charges électriques, Z1 plus Z2 égale Z3 plus Z4. On distingue trois types de réactions spontanées, c'est-à-dire ne nécessitant pas d'apport d'énergie de l'extérieur. Un noyau dit pair va se désintégrer en un noyau fils avec l'émission d'une particule.
Au cours de la désintégration alpha, un noyau d'hélium, He de 4, est émis. Lorsqu'un noyau présente un excès de protons par rapport aux neutrons, c'est l'émission d'un positon ou positron, l'antiparticule de l'électron, qui est émis, et on appelle cette radioactivité la radioactivité β+. Le positon a pour formule E plus 1, 0. Un noyau pair avec un excès de neutrons par rapport aux protons se désintégrera avec l'émission d'un électron, de formule E-1, 0. Nous pouvons écrire maintenant les équations de réaction associées à chacune de ces radioactivités. Un noyau pair, donc XZA, va se transformer en un noyau fils, Y, dont le nombre de protons et le nombre de masses dépendra de la particule qui va être émise. Dans le cas de l'émission alpha, nous avons donc ici XZA qui donne un noyau fils YZ-2 et A-4 pour vérifier la conservation des charges et du nombre de masses. Dans le cas des radioactivités bêta, que ce soit l'électron ou le positon qui est émis, son nombre de masse vaut 0, par conséquent, le noyau fils aura le même nombre de masses que le noyau pair. En ce qui concerne le numéro atomique, on peut observer que dans le cas de la β+, le noyau fils se trouvera donc juste à gauche dans la classification périodique des éléments. Dans le cas de la radioactivité β-, le noyau fils a un numéro atomique juste supérieur au noyau pair. Remarquons enfin l'astérix qui a été placé en exposant du symbole du noyau fils. Il manifeste le fait que chaque noyau fils est produit dans un état excité. Ils vont perdre cette énergie en émettant un rayonnement gamma. Ce rayonnement hautement énergétique de haute fréquence est particulièrement dangereux. Il est ionisant et peut provoquer chez l'homme des cancers ou des malformations congénitales. Intéressons-nous maintenant aux réactions nucléaires provoquées, les fissions et les fusions. Elles concernent toujours le noyau d'atomes, mais vont nécessiter un apport d'énergie. Une réaction de fission se déclenche lorsqu'un neutron à très grande vitesse va percuter un noyau de masse atomique élevée, tel l'uranium ou le thorium. Sous le choc, le noyau se scinde en deux noyaux de poids atomique plus faible. Plusieurs neutrons sont libérés ainsi qu'une quantité d'énergie importante. Les neutrons ainsi libérés vont percuter d'autres noyaux, initiant ainsi une réaction en chaîne. Prenons par exemple cette réaction nucléaire possible au sein des réacteurs nucléaires, la désintégration du plutonium. Un neutron à grande vitesse va donc percuter le noyau de plutonium qui se scinde en deux noyaux, l'un de césium et l'un d'yttrium, avec l'émission de 3 nouveaux neutrons. Vérifions grâce aux lois de conservation qu'il s'agit bien d'un noyau de césium qui est produit. Le nombre de charges des réactifs, 94 plus 0, doit être égal au nombre de charges des produits, Z plus 39 plus 3 fois 0. Après un petit calcul, on vérifie bien que le Z est égal à 55, c'est-à-dire le numéro atomique du césium. On peut déterminer de la même manière le nombre de masses du césium, puisque donc 1 plus 241 doit être égal à A plus 98 plus 3 fois 1. Là encore, après un petit calcul, on trouve donc comme nombre de masses 141 pour le césium. Dans la fusion nucléaire, ce sont des noyaux très légers comme le deutérium et le tritium qui rentrent en collision à très grande vitesse et à haute température. Ils se fondent en un noyau d'hélium en libérant un neutron et une très grande quantité d'énergie. C'est la source de rayonnement des étoiles et de notre Soleil en particulier. Voici écrite la réaction de fusion du deutérium et du tritium qui respecte bien les conservations du nombre de charges et du nombre de nucléons. Intéressons-nous enfin à l'énergie libérée au cours d'une réaction nucléaire. Reprenons l'équation de fusion du deutérium et du tritium.
Nous avons mentionné le fait qu'au cours de ces transformations, il y avait conservation du nombre de masses, c'est-à-dire du nombre de protons et de neutrons présents dans le noyau. Mais si on s'intéresse à la masse des produits et des réactifs, on s'aperçoit que ces deux masses ne sont pas identiques. Et d'une manière générale, lors des désintégrations radioactives et lors de la plupart des réactions de fission ou de fusion, la masse totale des réactifs est plus grande que la masse totale des produits, c'est-à-dire que de la masse disparaît. La différence de masse totale entre les produits et les réactifs, notée ΔM égale masse des produits moins masse des réactifs, est un nombre négatif puisque les produits ont une masse inférieure à celle des réactifs. C'est cette perte de masse qui est à l'origine de l'énergie libérée au cours d'une transformation nucléaire. La masse ne disparaît pas, elle se transforme en énergie. Ces transformations nucléaires sont des transformations exothermiques, elles libèrent de l'énergie. C'est en 1905 qu'Albert Einstein énonce, dans le cadre de la théorie de la relativité restreinte, cette relation célèbre d'équivalence entre masse et énergie. Ainsi, on énonce l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire par la relation énergie libérée égale valeur absolue de la différence de masse multipliée par la célérité au carré. Les unités sont celles du système international, l'énergie en joules, la masse en kilogrammes et la célérité en mètres par seconde. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. À bientôt.